Les podcasts Séquence. Bonjour et bienvenue sur Séquence, une série de podcasts qui décrypte les enjeux du monde de la santé et de l'industrie au regard des problématiques environnementales et du monde de demain. Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle série dédiée à la réindustrialisation en France. Pour cela, nous avons le plaisir de donner la parole à Pierre Luzeau, PDG du groupe Séquence, pour aborder ce thème plus que jamais d'actualité. Séquence, notre science au service de votre avenir. Pierre, bonjour et merci de nous accorder du temps pour partager votre vision. Bonjour. Effectivement, je vous remercie de consacrer votre podcast à ce thème car force est de constater que malgré de formidables succès, l'industrie est une faiblesse française, elle est structurelle et elle est même originelle. Et pour l'illustrer, une citation extraite d'un essai qui s'appelle « L'essai sur le perfectionnement des arts chimiques ». Au moment où les nouvelles destinées de la République absorbent toutes les pensées, j'ai cru devoir porter la mienne sur les moyens d'y faire prospérer les arts et les fabriques. Et l'auteur poursuit « Jusqu'ici, les Français n'ont tenu que le second rang parmi les peuples manufacturiers de l'Europe. Cependant, notre position géographique, nos richesses territoriales, notre caractère national paraissent nous avoir destinés pour occuper le premier. » C'est une citation de Chaptal en 1802. C'était un scientifique touche-à-tout qui était alors ministre de l'Intérieur sous le consulat, ce qui aujourd'hui équivaudrait au ministère de l'économie. Donc à cette époque, l'industrie ne pesait rien dans l'économie, mais c'est la volonté politique qui a permis à la France de rattraper un peu, progressivement, un retard considérable sur l'Angleterre à coup de découvertes scientifiques majeures et à coup d'investissements qui ont été considérables. Et donc, la citation s'adapte bien à la situation actuelle, car si le contexte est différent, l'ambition est la même qu'il y a 2 siècles, rattraper notre retard. Pierre, avant de parler de réindustrialisation, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur les principaux moteurs de la désindustrialisation en France ? Quels ont été selon vous les facteurs déclenchants ? On sait que l'industrie démarre au XVIIIe siècle avec les machines à vapeur et elle se développe avec une grande vigueur pour atteindre son apogée en France dans les années 60. Ça représente environ 40% des emplois pour 20% dans l'agriculture et déjà 40% dans les services. Donc les années d'après-guerre et surtout la période pompidolienne étaient celles des grands programmes pour l'industrie et des succès sur lesquels la France tire encore parti et fierté, comme l'aéronautique, le nucléaire, la chimie. Mais les années suivantes seront marquées par des chocs pétroliers, la fin du modèle de croissance de l'après-guerre qui est lié à la reconstruction et le rééquipement du pays. Et donc on peut fixer l'apogée de l'industrie reine au milieu des années 70. Si on revient à votre question et aux principaux moteurs de cette désindustrialisation et à ces facteurs déclenchants. Donc je crois d'abord qu'il y a le politique, avec un changement radical de discours sur l'industrie. Les 7e et 8e plans entre 1976 et 1985 ont en quelque sorte formalisé le renoncement à une politique industrielle nationale pour se focaliser sur les comptes publics d'une part et d'autre part sur ce qu'on peut appeler le marché roi. C'est notre génération qui a vu progressivement gagner les théories économiques de la division du travail et de l'avantage comparatif des nations. C'est une période qui marque une transformation profonde du rapport de nos élites politiques à l'industrie et celles-ci ont choisi, et à dessein, la prééminence des services sur la production de biens. Et ce qui est intéressant de noter, c'est l'idée maître, mais fausse, de cette époque, que les gains de productivité de l'industrie devraient permettre un transfert des emplois de l'industrie vers les services. Et en fait, et malheureusement, c'était sans compter sur la rapidité et la violence de cette mutation qui a finalement engendré le chômage de masse que nous avons commencé à vivre. Et jamais les services n'ont su remplacer l'industrie. L'autre moteur de la désindustrialisation sont les contraintes que nous nous sommes fixées avec le marché européen. D'une part, des contraintes par nos ambitions normatives et d'autre part, un marché aux fenêtres, grand ouvertes. L'idée force de la grande administration européenne au début des années 2000 était simple. On crée des normes comme autant de barrières à l'entrée pour nos concurrents étrangers. Résultat,
une avalanche de surréglementation et une application particulièrement tatillonne en bons petits soldats de l'administration française. Et on note que c'est toujours le cas, ce malgré une communication récurrente sur la nécessaire simplification affichée par les gouvernements. Donc, les normes se sont développées pour les entreprises européennes, en particulier sur l'environnement, la sécurité, la qualité des produits, mais sans aucune contrepartie demandée à nos concurrents extra-européens. Et pire, les accords de l'OMC, pour une économie toujours plus globale, ont ouvert grandes les portes à une concurrence souvent sauvage, sans contrainte et sans droit de douane. Donc, forcément, si ce n'est que le prix qui compte sans aucun autre critère, c'est le meilleur coût qui gagne, et le meilleur coût, ce n'est pas en France. Et finalement, dernier moteur de la désindustrialisation, à mon sens, la globalisation des grands groupes industriels, car pour moi, il s'agit là d'un moteur fondamental. Rappelons-nous que dans tous les pays européens, mais en particulier en France, on affirmait que la globalisation naissante allait nous permettre de nous passer d'usines sur nos territoires et de ne plus produire pour nous concentrer sur les activités à plus haute valeur ajoutée, comme le marketing, la R&D. Et l'apogée a été la déclaration de Serge Tchuruk, le PDG d'Alcatel en juin 2001, qui prenait son groupe industriel sans usine. Un comble. Et beaucoup ont suivi, ont fait disparaître de nombreux fleurons de notre industrie en laissant exsangues nos territoires industriels sans aucune chance de rebond. Je voudrais vous citer à l'après-vert plusieurs exemples de cessions couplées ou suivies de restructurations massives en France. Alcatel, bien entendu, tentant de se marier avec Lucent pour se faire finalement absorber par le finlandais Nokia et enclencher des restructurations sans fin. Pechiney Usine Kuhlmann, avalé par l'Australien Rio Tinto Alcan, puis démantelé. C'était une fierté de notre région à Annecy, à Chambéry, à Grenoble, dans les vallées de la Tarentaise, dans la Maurienne, dans le Puy-de-Dôme. Combien de nos anciens y ont fièrement travaillé ? Arcelor, absorbé par l'Indien Mittal et formidablement restructuré partout en Europe. Rhône-Poulain, puis Rhodia, restructuré là aussi, séparé de sa pharma, puis absorbé par le Belge Solvay, lequel vient finalement d'être coupé en deux petits groupes. Encore une déception pour notre région. Lafarge, marié au Suisse Holcim, pour quitter finalement le territoire français et ses taxes. Je m'arrête sur la litanie du gâchis avec le cas Alstom. Alstom est coupé en deux, ferroviaire d'un côté et système énergie de l'autre, puis bradé à l'américain General Electric après le refus de la Commission européenne d'une alliance avec Siemens. Après tant de scandales, l'État français et Arnaud Montebourg prend une décision raisonnable d'avoir un droit de regard supplémentaire sur les investissements étrangers dans des domaines stratégiques avec le décret Alstom qui date d'avril 2014. D'abord appliqué au secteur de la défense et des technologies de l'information, il est étendu au secteur de l'énergie, des transports, de l'eau, de la santé et des télécoms. Donc c'est un premier petit pas. Et le refus scandaleux de la Commission européenne de créer un champion européen a aussi eu des conséquences positives en entraînant des coopérations renforcées entre États membres sur certains sujets industriels et des modifications des règles européennes sur la concurrence. Donc ici, un deuxième petit pas. Donc oui, la désindustrialisation de la France depuis les années 1970 est la conséquence des vagues de vente de nos plus beaux groupes industriels et des délocalisations qui se sont engagées en suivant, lesquelles ont eu un effet démultiplicateur et ravageur sur les emplois indirects qui sont associés. Chaque emploi direct dans l'industrie génère 3 voire 4 emplois indirects dans la sous-traitance, dans les services, et on peut faire facilement les comptes. Avec la perte d'un siège social, on génère la perte du centre de décision, ce qui amplifie encore les effets négatifs sur l'emploi. Je voudrais prendre ici un exemple concret à Lyon. Lorsque Jean-Pierre Clamadieu, originaire de Chambéry et alors directeur général de Solvay, passe la main à Ilham Kadri, une des premières décisions de la nouvelle patronne a été d'arrêter le projet d'installation de l'ensemble des activités de R&D mondiale de Solvay à Lyon, avec plusieurs centaines de collaborateurs à la clé, alors que le projet était pourtant bouclé et présenté aux autorités. Quelles ont été les conséquences de la désindustrialisation sur l'emploi, l'économie et la souveraineté de la France ?
Pourriez-vous nous donner éventuellement quelques chiffres clés pour illustrer ces impacts ? Donc nous avons conclu sur le rôle majeur d'entraînement des choix politiques, de la surréglementation et des grands groupes industriels. La première conséquence de la désindustrialisation, sans appel et factuellement, c'est la part de l'industrie manufacturière qui ne représente plus dans l'Hexagone que 10% de la valeur ajoutée. Seules 4 filières industrielles sur 20 contribuent encore positivement à notre commerce extérieur. C'était 100% il y a 40 ans. Et le déficit de la balance commerciale pour les produits manufacturiers atteint presque 100 milliards d'euros en 2022 et se dégrade continuellement. La dernière année où elle était équilibrée remonte à 2006. Autre chiffre, nos multinationales françaises ont délocalisé 2 fois plus qu'en Allemagne, 3 à 4 fois plus que l'Italie ou l'Espagne. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus désindustrialisé d'Europe, juste après Malte, Chypre ou la Grèce. Et puis l'emploi. Le nombre d'emplois industriels a été divisé par 2 pour atteindre 9% de l'emploi total entre les années 70 et aujourd'hui. La désindustrialisation des territoires s'est produite de façon non uniforme puisque certains départements ont été fortement touchés, comme les Hauts-de-France ou le Grand Est, mais notre région aura vu aussi son emploi industriel passer de 35 à 16%, donc divisé par 2 pendant cette période, et en particulier dans les départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère, où au total, plus de 150 000 emplois directs ont été perdus. La tertiarisation de l'économie dans les zones où l'industrie était positionnée, c'est-à-dire dans les faubourgs des villes, a conduit aussi à une forte augmentation des coûts de l'immobilier, ce qui a eu 2 conséquences. D'abord, rendre le foncier inaccessible aux entreprises, qui ont souvent vendu leur terrain pour aller s'installer finalement hors de France. Et deuxièmement, rendre inaccessible aussi ce même foncier aux travailleurs. Le mouvement s'est accéléré au cours des 20 dernières années. Donc, on désindustrialise, on réduit la main-d'œuvre disponible, on réduit les formations adaptées, on tertiarise, on paupérise, et finalement, on se rend dépendant de l'étranger en perdant notre souveraineté. Cette dernière conséquence est probablement la plus grave, car elle n'apparaît que tardivement dans le cycle, et parce qu'elle est vitale. On a pu mesurer les conséquences pendant la crise sanitaire, avec le manque de médicaments, pendant la guerre en Ukraine, avec l'explosion des coûts et le retour à l'inflation, et plus récemment encore, avec la tension extrême des chaînes logistiques, avec la nouvelle crise du canal de Suez. Donc la France et plus largement l'Europe sont maintenant dépendantes, elles sont affaiblies, et le cercle vicieux s'est mis en place et s'est auto-entretenu depuis près de 50 ans. Et là où finalement la politique agricole commune a été mise en place pour aider l'agriculture, force est de constater que rien n'a été mis en place pour l'industrie, et même bien au contraire, puisque l'interventionnisme de l'État était considéré comme néfaste au bon équilibre de l'allocation du capital et des ressources. Et aujourd'hui, il est bien triste de constater que seule l'Europe s'est fait piéger par ce raisonnement incroyable, probablement guidé machiavéliquement par ses grands concurrents que sont la Chine et les États-Unis, qui eux ont joué un jeu qui est radicalement inverse. Séquence, notre science au service de votre avenir.